bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vous laisse le soin de prendre place. Alors normalement, je devrais être avec vous dans la salle. Alors, je suis Delphine Val, la DG de la CCI Normandie. Nous avons un imprévu. À ce stade, Audrey n'est pas arrivée. Et donc, soit effectivement on démarre et je passe la parole à Anne Boétie, qui est notre animatrice, ou bien on attend Audrey. Donc, Olivier Roussel, donc, qui est le président de la CCI de Rouen, donc, qui a dîné hier avec l'équipe, du coup a proposé, il est parti il y a 10 minutes à l'hôtel, juste pour faire un petit point avec Audrey, voir si on l'attend ou pas. Et donc, écoutez, il va m'appeler, puis comme ça on voit. Et donc, écoutez, on a de la chance. Olivier m'appelle. Olivier ? J'ai récupéré une carte pour voir la présidente. On va voir si elle est là. Je me dépêche parce qu'on est vraiment très en retard. On a quand même pas mal de choses à voir. Audrey. C'est compliqué là. Oula vache. Ouais, vache, il n'y a personne là. Il y a du monde là. Ça va ? Ça n'a pas l'air. J'ai l'impression que c'est pas elle. Bon, Oh là là. Bah si c'est elle, par contre elle a les cheveux... Oh là. Audrey, Madame la Présidente, faut y aller, on a le forum. Bonjour messieurs et mesdames, bienvenue au forum. Olivier, tu dis rien, hein? Non, bien sûr, évidemment. Ça reste entre nous, hein? Oui, bien secret, sûr. Bon, Allez Audrey, ok. dépêche-toi, Allez, on a 1200, voilà, 1200 personnes qui nous attendent là. Hein. Et je suis désolée, hein, mais on a travaillé toute la nuit, puis j'ai loupé le réveil. Oui, viens, Attends. on va leur expliquer. Juste 2 secondes. Attends, le déo, le tic-tac aussi, excuse-moi, Allez, c'est pas grave. Attends, je prends Allez, le on y va. maquillage, le parfum. Allez, Hop, la Audrey, pochette. go. Eh mais tu sais quoi, ça va quand même être incroyable. On va y arriver. Merci beaucoup Mais d'être venu me je t'en prie, chercher. Je t'en prie, Allez. on y va. Go. Olivier, passe-moi Delphine. Oui, tiens, vas-y. Delphine, c'est Audrey. On arrive dans quelques minutes. Attends-nous. Promis, on arrive, ça va être tout de super. suite. À tout de suite. Oui, viens tout de suite. Attendez-nous. Bon, ils sont au Novotel, hein, donc tout près. On est bien, ça va le faire. Allez, go. Ça va, Audrey? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Ils font ça dans les films pour que ça aille plus vite. Allez, viens, on y va. Tout de suite, on va en arrière. Ok. Tout changer. Allez, vas-y. Allez. Hop. Alors, carrément en retard. Vous voyez, le Novotel est vraiment proche, ce qui fait que, regardez, là, on a la voiture qui arrive. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on attend Audrey et Olivier. Ah oui, là, voilà. Voilà, là, on vit l'événement ensemble, vous voyez, c'est... Ah oui, il pleut, donc on est bien en Normandie, on est bien à Rouen. Ok. Bon, Audrey a eu le temps de se changer, ce qui est du coup sympa. Voilà, on est bon. C'est bon. Oh là 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 là. Allez, on y va. Oui, alors là, normalement, ils vont arriver à droite ou à gauche. Oh là. Ils sont tout prêts. On passe par là. Allez, oh. Attention, ouais. Bon je laisse la scène, hein. Bravo, bienvenue. Oui, vraiment désolé, mais on est là. Bonjour Rouen. Bonjour les Normands. Vous allez bien?
Bon, eh bien, moi aussi. J'avais peur qu'en fait, que vous soyez tous endormis, mais non. Mais vous avez dû sans doute attendre très longtemps. Bon, je suis très, très heureux, honoré et fier de vous accueillir aujourd'hui sur le territoire de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen Métropole. Bienvenue à tous. Alors, je ne vais pas vous faire un discours institutionnel comme on a l'habitude de faire pendant ces réunions, parce que c'est votre journée et donc je vous souhaite une bonne journée. Et profitez bien de ces moments chaleureux, mais aussi de travail. J'espère que tu as repris ton souffle. C'est bon, merci. Peux-tu me tenir ça, s'il te plaît? Je te le donne. Merci, c'est cadeau. Bon, alors clairement, si on avait voulu illustrer ce matin le rapport entre la CCI et la réussite des femmes chefs d'entreprise, on n'aurait pas fait mieux. Merci Audrey. Et en courant, je me suis dit un truc. Il y a une expression qu'il faut absolument arrêter. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors non, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Voilà, déjà. Donc merci à Delphine d'avoir géré encore une fois, d'avoir sauvé ce forum. On a franchement évité la catastrophe. Ça commençait très très mal. Donc je vais pouvoir lancer la 7e édition du forum Femmes et Challenge pour que vous puissiez en profiter. Normalement, donc là je vois on a notre public. Normalement nous avons les speakers. J'espère, parce que je n'étais pas là ce matin pour vérifier. On a donc l'équipe au taquet, on a des modératrices, on a des modérateurs, on a tous les bénévoles qui depuis hier font un super boulot. Qui d'autre? On a les partenaires, enfin voilà, je pense qu'on a tout le monde. Ah non, il nous manque une personne ce matin, qu'il faut absolument que je l'appelle, parce qu'on ne peut pas commencer sans elle. Elle est brillante, elle est pertinente, elle est extrêmement drôle, elle est belle, elle est maman, elle sent bon, vous pourrez lui faire plein de câlins, elle adore ça. Et ce matin, c'est un peu aussi ma sœur à paillettes. Je vous demande d'accueillir et de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre maîtresse de cérémonie, Anne Boétie. Tous et bienvenue à la 7e édition de Femmes et Challenge. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Vous restez avec moi sur scène du coup? Non, on va te laisser. Non, vous y allez? Oui, alors moi c'est mon premier zénith. Mais c'est bon. Allez, chacun son tour mon loulou. Moi c'est mon deuxième. Désolé. Allez, je la refais. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la 7e édition du Forum Femmes et Challenge. Qu'est-ce que je suis contente d'être là. C'est la 2e année consécutive que j'ai le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie. Et pour l'occasion, j'ai sorti donc ma plus jolie robe à paillettes. J'espère que vous appréciez. Qui, pour la petite anecdote, et tout est vrai, est une robe que j'ai payée 5 € sur Vinted. Voilà, je suis reine du shopping à pas cher, moi. Et je l'ai négociée, bien évidemment, 3,50 €. On le fait tout, voilà. Si ça économise les frais d'envoi, hein. Didine 54 a accepté votre offre. Allez, yes. Si on peut gagner 1 €, on est contente. Mais la vraie anecdote sur cette robe, c'est que c'est une robe de la marque Kiabi Maternité. Ah, et oui, parce que pour ceux et celles qui étaient là l'année dernière, j'avais le grand plaisir de vous annoncer ma première grossesse sur scène l'année dernière. En général, les gens applaudissent. Wouh. Alors, c'était il y a 1 an, hein. J'étais enceinte d'un mois et demi à l'époque, alors au bout d'1 an, j'ai accouché. Hein. Sinon, ce ne serait plus un enfant, mais un éléphant. Voilà. Alors, notre petit bout a 5 mois. Voilà, c'est génial, il fait déjà 1,83 m. C'est dingue, le temps passe si vite. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'on peut arrêter avec cette manie qu'ont les gens de demander toujours la taille et le poids de l'enfant? Enfin, excusez-moi, mais on s'en fout un peu, en fait. Enfin, c'est un enfant, c'est pas un gigot. Non mais c'est vrai, c'est comme les gens qui parlent en mois pour l'enfant. Mais tu sais, mais longtemps, tu vois, Timothée a 26 mois. Il a 2 ans, Martine. Voilà, c'est bon. Et pour le prénom, écoutez, alors d'ailleurs, je vous vois venir, hein, je ne vais pas du tout vous annoncer le 2e cette année. Non, pas tout de suite. Hein, voilà, je viens à peine de récupérer un peu de mon âme et de mon périnée. Voilà, je ne fais pas encore de la corde à sauter, mais ça se remet. Vous avez l'image, hein? Moi aussi, c'est bien ça le problème. Ah bah les couches, c'est pas que pour les bébés. Alors,
Pour le prénom de l'enfant, on a longtemps hésité. On a longtemps hésité entre Cheyenne ou Mbappé. Rigolez pas, avec le Ballon d'Or, on était à Saad Dembélé. Hein. Alors je sais, c'est pas un prénom, mais bon, les joueurs de foot, tu les appelles par leur nom de famille. Hein. T'es pour Platini, t'es pas pour Michel. Non, parce que Raphaël, tu vois, c'est un vrai prénom de beau gosse. C'est vrai, il n'y a que des beaux gosses qui s'appellent Raphaël. Est-ce qu'il y a des Raphaël dans la salle ce soir-là? Comme ça? Non? Vous? Ouais. Alors, c'est pas forcément qu'un prénom de beau gosse, Raphaël. Non, puis rien à voir avec 4 consonnes, 3 voyelles. Elle n'est pas trop à la mode cette année. Voilà, et rien à voir non plus avec le chanteur de la Caravane, qui est très beau gosse, cela dit. Alors, cette année, le thème de notre édition, c'est de l'élan à l'impact. Alors évidemment, moi, ça m'a fait tout de suite repenser à mon accouchement. Alors rassurez-vous, on va changer de sujet à un moment donné quand même. Hein. On va redevenir très CCI quand même. Hein. Ici, c'est la CCI, tu vois, c'est Femmes et Challenge. C'est pas les maternelles, ok? N'en déplaise à Maïta Biraben, qui sera donc notre invitée cet après-midi. Alors d'ailleurs, je parle beaucoup de l'accouchement, voilà, je parle beaucoup des femmes, mais bon, les hommes ne déméritent pas quand même. Bah oui, ils nous tiennent la main. Alors que toi, t'es là, t'arrives même pas à avaler ta salive. Mais non, ça m'a fait marrer, c'est Benji, là, notre topper, qui me dit hier, j'ai eu 3 enfants. Non, Ben, tu n'as pas eu 3 enfants. Tu as mis 3 graines. C'est pas du tout pareil. Un mot, un seul, chérie. Contraction. Alors, je savais que ça allait vous plaire. Alors oui, un enfant, ça change la vie, bien évidemment. Ça change surtout ton fond d'écran. Voilà, votre cloud est saturé. Évidemment, ça change ta vie, ça change ta façon de travailler. Sachez que le télétravail avec un enfant, c'est très compliqué. Qu'on devrait renommer le congé maternité et appeler ça mission maternité. Non mais à quel moment c'est des vacances? Vous avez déjà essayé de faire la conversation avec un enfant de 3 semaines? C'est long, c'est compliqué. Alors non, nous ne sommes pas que des mamans, bien évidemment. C'est un galon en plus d'être mère. Alors un galon qui donne des cernes, je vous l'accorde, hein, mais un galon. Nous ne sommes pas que des mamans, nous sommes des femmes actives, des femmes entrepreneurs. Et d'ailleurs, là, je parle des femmes, je parle de la maternité, mais maman ou non, on s'en fiche. Homme ou femme, on s'en fiche. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez l'envie d'avoir envie, eh bien, de réussir vos projets et votre vie. Oui, je cite Johnny Hallyday, et je vais le refaire, vous allez voir. Chacun ses références. Vous allez passer une journée exceptionnelle à la rencontre de femmes, de personnalités exceptionnelles. Mais plus que jamais, plus que tout, c'est vous qui êtes exceptionnel. Que cette journée vous donne l'élan nécessaire pour impacter votre vie comme vous l'aurez choisi. Allez, place à la passion, place à notre première Open Talk. Nous commençons cette 7e édition avec la thématique quand la passion devient entreprise. Sa passion à elle, c'est... Attendez, je me suis trompée dans ma fiche. Elle est où? Ça, c'est Raphaël, le prénom, j'ai déjà dit. La blague, je l'ai déjà faite. C'est bon. Sa passion à elle, c'est la musique. Elle est la directrice du Biche Festival qu'elle dirige avec passion depuis 2015 dans l'Orne. Depuis toujours, elle s'engage pour la parité, l'innovation, la convivialité au sein de l'événementiel culturel. L'humain, l'engagement social et écologique et la découverte artistique sont au cœur de tous ces projets. Je vous demande d'applaudir très fort Margot Nicolo. Sa passion à lui, c'est la piste aux étoiles. Il est le président fondateur du Festival international du cirque de Bayeux depuis 2003 et de l'école de cirque André Hébert depuis 2009. En 2024, il devient président de la Fédération française des festivals du cirque, prolongeant ainsi son engagement national pour la reconnaissance et la valorisation de cet art populaire. Arnaud Tanquerel. Sa passion à elle, c'est l'équitation. Elle est la co-gérante de la structure Equinormandie, une société d'exploitation agricole spécialisée dans les activités équestres. Mais c'est surtout comme organisatrice d'événements équestres que son nom revient le plus, en particulier la direction du concours annuel Jumping International 4 étoiles de Canteleu, un des événements majeurs d'équitation dans la région. Bien-être animal, durabilité, accessibilité, elle donne le ton et révolutionne le monde de l'équitation. Élise Grand-Jacques Van Collen.
Et sa passion, elle, c'est l'art. Elle a l'art et la manière de valoriser les artistes. Cofondatrice de la maison L'Acmé avec son mari Antoine, leur quotidien est rythmé par la création aux côtés des artisans d'art. Depuis 2021, elle anime le podcast Popine avec plus de 110 épisodes déjà en ligne. Elle y explore comment un métier, une passion ou un geste créatif peut transformer et illuminer le quotidien. Aujourd'hui, elle illumine notre scène en tant que modératrice. Cécile Tovel. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup Anne pour ces présentations de ces 3 histoires de passion. Alors, 3 chemins distincts et en même temps un point de départ très proche. L'envie de créer quelque chose qui a du sens. Avec cette table ronde, nous allons explorer ce moment où une passion devient un projet et puis une organisation, que ce soit sous forme associative ou sous forme d'entreprise. Nous allons parler d'audace, de choix, d'équilibre et de contraintes aussi, et surtout ce qui permet de tenir. Nous avons 30 minutes ensemble et quelques questions du public, et je vous propose de commencer par le début, ce moment où tout a démarré. Arnaud, ma première question est pour toi. Quel moment t'a fait passer de la passion du cirque à vraiment l'organisateur de ce festival du cirque de Bayeux? Bonjour à toutes, bonjour à tous d'abord. Merci Cécile. Alors le cirque, ça a été pour moi un déclic. Mon voisin son papa travaillait dans un hôpital et je suis allé à cette période-là voir un spectacle de Noël. C'était à Saint-Lô et je suis rentré à la maison complètement métamorphosé. Enfin, j'avais qu'une idée en tête, c'était jouer au cirque. Les Playmobil, c'était terminé. Ça a été un premier moment. Et puis un autre moment, c'est quand on est parti quelques jours après, à cette rencontre un peu particulière pour moi. Un cirque est venu à Bayeux, j'ai vu les affiches, l'ambiance, les animaux. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui était passionné de cirque, un vieux monsieur qui, pour moi, j'avais quelques dizaines d'années, était assez impressionnant. C'était André Hébert. Et André, lui, connaissait bien le cirque. Il était reconnu dans toute la France par les professionnels. C'est un monsieur un peu, vous voyez, ambiance bohème, un peu gitan. Et mes parents m'ont dit, oh là là, attention, qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? Et en fait, ce monsieur, c'est un peu mon grand-père de cirque. Et très vite, il m'a fait pénétrer dans cette famille magique qu'est l'univers du cirque. Donc j'ai pu rencontrer les familles, comprendre comment fonctionnait un cirque, l'itinérance, le travail, ce sacerdoce, se déplacer de ville en ville pour apporter du bonheur aux habitants. Et puis il m'a fait adhérer à une association qui s'appelle le Club du Cirque. Et à partir de là, alors que moi j'avais pas le permis, que lui n'avait pas le permis, qu'il était à quelques mois de la retraite, on a commencé à faire le tour du monde. Le tour de l'Europe, pardon. Le tour du monde est arrivé après. Et on est allé au cirque CNI en Suisse, et là c'est une grande révélation pour moi, puisque le cirque CNI c'est sans doute l'un des plus beaux cirques au monde, pour pas dire en Europe. Là-bas, les Suisses ne disent pas qu'ils vont au cirque, ils vont au CNI. On s'habille pour aller au cirque, et c'est toujours un moment particulier pour moi, parce que cette rencontre du cirque CNI, de la dynastie CNI, c'est pas facile à dire, hein. Eh bien, ça a été une vraie révélation. J'ai pu voir vraiment des gens passionnés par leur métier, qui avaient une considération incroyable pour leurs animaux, un respect pour le public incroyable, et surtout une remise en question tous les ans du spectacle. Et en rentrant de ce premier voyage avec des copains, on s'est dit, bien, ce serait vraiment super qu'on puisse montrer ça à Bayeux. Et donc, quelques temps après, eh bien, Paris gagnait, puisqu'on a lancé le festival quelques années après. Bravo. Et toi, Margot, alors quel a été ton déclic pour passer du bénévolat dans les festivals et à créer le Biche Festival? Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je m'étais dit avant 30 ans j'aurai mon festival tout simplement, donc il faut réaliser ses rêves. Pour en arriver là, j'ai été dans énormément de festivals avant, faire du bénévolat un peu à tous les postes, et un jour je me suis lancée puisque je me suis dit il n'y a pas énormément de place là-dedans, peut-être encore moins pour les femmes, donc il va falloir se lancer. La chance que j'avais, c'est que j'avais une mère entrepreneuse, donc j'avais un modèle, et donc c'était pour moi une évidence de un jour créer ma boîte. Il s'avère que c'est une association et qu'on l'a
a monté avec mon mari aussi il y a plus de 10 ans. Et on a lancé le premier festival en 2016 à Cizay-Saint-Aubin dans l'Orne. Et depuis, on est à l'Aigle, voilà, depuis 5 ans maintenant. Et le déclic, ouais, ça a été de se dire, quand on a une passion, il faut se lancer, il faut y aller. Et on ne savait pas tout à l'avance. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et on apprend petit à petit. Mais en tout cas, voilà, depuis toute jeune, en étant passionnée de musique et voulant travailler aux côtés d'artistes, je m'étais dit, ça sera dans l'événementiel, ça sera du live, et je crois que c'est réussi aujourd'hui. Bravo à toi également. Élise, quel moment t'a fait passer de l'événementiel plutôt classique, on va dire, à vraiment l'organisation, la création de tes propres activités équestres? Bonjour à tous. Je suis revenue en Normandie parce que j'étais un petit peu globe-trotteuse et j'ai parcouru un petit peu le monde dans l'événementiel. Et j'ai aussi rencontré mon mari. Et donc, on est parti sur un projet commun. Et je suis issue et ancrée familialement parce que mes parents étaient de ce métier-là dans les sports équestres. Donc, je suis une grande passionnée de chevaux. Et donc, j'ai associé l'événementiel autour des chevaux. Et donc, on est situé juste sur les hauteurs de Rouen à Canteleu, Équine-Normandie, avec différentes structures en interne que je vous présenterai juste après. Ouais, et merci aux organisateurs. Vous avez aperçu quelques images tout à l'heure pour illustrer les passions, parce que je trouve que c'est en effet quelque chose qui s'illustre. Alors, le thème d'après que je voudrais aborder, c'est le modèle économique, parce que justement, vous avez quelques différences sur ces modèles-là. Arnaud, toi, tu n'as jamais été salarié du festival. Comment est-ce que tu réussis à organiser un événement d'ampleur avec un modèle 100% associatif depuis 20 ans, du coup? Alors, c'est pas facile, mais quand on a la passion, on est capable de faire beaucoup de choses. Et donc, juste après ce voyage de retour de Suisse, eh bien, en fait, j'ai simplement réuni quelques copains passionnés de cirque en se disant, bah voilà, on va présenter ce qu'on a vu au cirque CNI à Bayeux. Et à côté de ça, j'ai proposé à des gens que je connaissais à Bayeux, souvent des proches, des copains, de participer à la création de l'association. En 2003, on crée l'association. Il se fait qu'en 2005, je passe mon BTS Action commerciale. Et à l'époque, il fallait qu'on ait un projet à organiser. Alors à l'époque, l'association de BTS organisait l'élection de Miss Normandie, on organisait le concours des villes et villages illuminés du Centre-Manche. Et puis avec les 3 copains de promo avec qui on avait notre projet à réaliser, je leur dis, j'ai peut-être un truc un peu de fou, mais je vous le propose quand même. Je vous propose de créer un festival de cirque à Bayeux. Et en fait, entre les passions de chacun, on avait un copain, c'était le foot, une autre, c'était la danse, un autre, c'est plutôt l'informatique. Et bien on s'est dit, ben allez, on y va. On a proposé ça à notre directeur d'études qui nous a dit, oh là là, ça fait beaucoup, moi je veux bien, mais du coup l'association de BTS gère toute la partie communication et démarche des partenaires, et l'association porte le spectacle et la location du chapiteau, les techniciens, son et lumière. Et donc ça a démarré comme ça. Très vite, il a fallu bien expliquer aux potentiels partenaires que c'était pas un cirque qui venait, mais c'était bien un festival de sélection des meilleurs artistes de cirque, c'est-à-dire qu'on faisait venir les artistes des 4 coins du monde spécialement pour un spectacle donné à Bayeux. Et très vite, en fait, dans l'association, chacun a trouvé sa place. Et en fait, je me suis retrouvé à 21 ans à piloter un petit navire. Au début, le premier budget qu'on avait initié était de 300 000 euros. Quand on a posé à l'époque cette proposition sur le bureau du maire de l'époque, il m'a dit, oh là là, du calme Arnaud. Mais en fait, il a été très sensé. Il nous a dit, on vous accompagne, mais à hauteur de la location du chapiteau, comme on pourrait le faire pour n'importe quelle association à qui on met à disposition pour le théâtre, la salle de théâtre, pour la danse, le centre de danse. Et puis on s'est retroussé les manches. Et finalement, le premier budget était de 80 000 euros. Mais les premières éditions ont cartonné, puisqu'on avait prévu 3 séances, on en a fait 4. Donc on a fait un peu moins de 5 000 spectateurs la première année. Et l'année dernière, enfin cette année, là au mois de mars, on a fait 20 000 spectateurs dans une ville de 13 000 habitants. C'est pas simple. Nous, il faut juste savoir que le modèle économique repose à 70% sur la billetterie. Après, on a grosso modo 10% de subventions et le reste, c'est du partenariat, du mécénat. Et donc, c'est une part évidemment très importante sur notre modèle économique. Mais clairement, si on devait valoriser l'implication des bénévoles, je pense qu'on doublerait quasiment le budget du festival, parce que les bénévoles chez nous, ils font tout. C'est l'accueil des artistes, c'est la préparation des contrats, c'est évidemment la gestion de la billetterie, c'est la gestion du catering, c'est tout bête, mais c'est l'entretien des sanitaires,
le tri des déchets. Enfin, on va vraiment chercher. Puis aujourd'hui, on a un jury. Il faut gérer les partenaires aussi. Mais on a une équipe qui tourne bien. Oui. Et toi, Margot, toi, tu as été bénévole pendant 9 ans. Et donc là, ça y est, tu as pu devenir salarié de la structure. Qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là et puis de rendre le projet viable à l'année? Alors nous, effectivement, quand on a créé l'association, on était comme un autre sur un modèle full associatif et bénévole. Donc on a monté le festival pendant plein d'années sur le côté passion, organisation bénévole. Et ça a pris de l'ampleur, le budget a grossi, les équipes aussi. À un moment donné, il faut se structurer pour pérenniser le projet. Donc on a réfléchi à diversifier un peu nos activités pour avoir les moyens de financer un poste, puisque un festival, c'est pas rentable. Enfin, ça dépend desquels, mais en tout cas, les festivals plutôt indés comme le nôtre avec un budget à 300 000 €, on fait le modèle économique, c'est qu'on les recettes propres du festival, c'est 50% seulement du budget total. Donc il faut aller chercher des subventions, des mécènes, des sponsors. Et voilà, donc ça prend à peu près toute l'année de réfléchir à tout ça. Mais en parallèle, il y a aussi toute l'organisation, la production, la programmation. Et donc on passe l'année aussi à chercher des artistes, puisqu'on est sur de la découverte artistique. On a eu par exemple Zao de Sagazan, que tout le monde connaît maintenant, mais qui n'était pas très connu quand on l'a eu, vu que c'était avant son album. Et donc, on a créé d'autres projets plus récemment. Donc, en 2022, on a créé le collectif Biche Club. On accompagne des artistes féminines normandes sur une année. Et donc ça va être la 4e promotion en 2026, donc on est assez fiers. Et on a créé plus récemment le réseau Audacieuse. On est 3 directrices de festival. On se mutualise du matériel, on partage les compétences et grâce à ça, on peut voilà, se fédérer, coopérer. Il y a plein de sororité là-dedans et surtout, ça nous aide à... Voilà, comme on a des festivals qui sont sur des périodes différentes de l'année, Rock in the Barn est en septembre, nous en juin et Douce Amère en mai, ça permet d'avoir une circularité du matériel. Et donc, c'est à travers le fait d'avoir ces 3 projets qui ont permis d'avoir une aide à l'embauche aussi avec le fonds PEPS, une aide pour la création d'un emploi dans la culture. Et donc ça, c'est une grande aide puisque c'est 10 000 € pendant 3 ans, enfin chaque année pendant 3 ans, qui va peut-être être mis en question prochainement, mais on a une réunion là-dessus exactement demain à Rennes, au Transmusical de Rennes. Voilà, un jour une ville en ce moment, puisque la semaine dernière j'étais à Montréal sur une table ronde sur la place des festivals, dans la découverte artistique. Donc voilà, moi l'évolution elle est qu'aujourd'hui on était tous bénévoles, maintenant je suis la seule salariée, mais surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'on passe de 1 personne à l'année avec une équipe en freelance intermittent. On est 15-20, mais surtout à 250 pendant l'exploitation du festival. Donc c'est énorme la différence de management. Je vous laisse imaginer entre une personne dans un bureau toute seule et son équipe en distanciel, en visio, une quinzaine, à 250 personnes qu'on ne connaît pas forcément, à qui on doit faire confiance, travailler ensemble. Donc voilà, l'organisation d'un festival, mais je vois qu'on a des problématiques assez similaires. On a du catering, de l'accueil, voilà, on a des bénévoles pour servir au bar, pour accueillir les VIP. Voilà, c'est très varié, mais en tous les cas, au bout de 10 ans, on a créé mon poste depuis 1 an et demi maintenant, presque 2 ans, donc c'est que ça fonctionne et on va continuer comme ça. Bravo encore. Et bien Élise, alors nous, on est encore sur un autre modèle avec toi, puisque ton modèle repose sur une entreprise et des infrastructures relativement importantes, on peut le dire. Comment tu construis un modèle économique pérenne dans l'événementiel équestre? Alors, moi, ça a démarré avec une aventure, une rencontre, donc mon mari, parce qu'il est cavalier professionnel, Benjamin. Et donc, moi, j'ai associé ma partie événementielle et on a donc débuté en 2012 avec la création d'un poney club et centre équestre sous l'entité SEA Haras du Loup, ça doit parler pour quelques-uns dans la salle, où on est école d'équitation. Et ensuite, suite à ça, pendant 3 ans, je remercie le Crédit Agricole, qui est aussi partenaire de l'événement, qui m'a accompagnée dans l'achat de la propriété, un très bel endroit où je vous invite à venir découvrir. C'est une bulle de nature de 32 hectares avec près de 70 chevaux à demeure tout le temps. Et donc, suite au développement de la SEA Haras du Loup avec l'école d'équitation, poney club, centre équestre, pension pour chevaux, on a développé davantage la partie valorisation de chevaux de sport. Donc moi, dans ma passion, ce que j'aime aussi, c'est détecter les futures stars de demain.
D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai la meilleure jument de 7 ans à la maison de l'année. Et puis après, on a l'association Club Détroit, donc c'est là où je rejoins mes collègues sur scène, où en fait on est dans la réalisation d'événements sportifs. Aujourd'hui, on fait plus de 100 jours d'événements équestres et après 30 jours qu'on nous sommes en train de développer avec mon équipe sur du séminaire et de recevoir différentes entreprises. Donc c'est vraiment une grande aventure humaine. J'ai une équipe formidable qui m'accompagne depuis plus de 10 ans. Donc ma vie est faite de rencontres, c'est passionnant, autour des chevaux bien évidemment. Et par contre, je rejoins toutes les mêmes problématiques. Quand on organise notre plus grand événement depuis 10 ans, c'est le Jumping International de Canteleu jusqu'au niveau 4 étoiles. Un événement où on est 100 bénévoles et une équipe de 80 personnes. On est arrivé jusqu'à un budget de 900 000 euros, 1 million sur ce week-end présent. Et donc, c'est par le biais du soutien de nos sponsors, partenaires, qu'on n'a jamais assez d'ailleurs. Et voilà, donc il y a tout, on a toutes les mêmes problématiques, que ce soit de la gestion du traitement de déchets, à la qualité d'accueil. Et donc l'objectif pour nous, comme ce sont des événements récurrents, c'était l'investissement dans des infrastructures de qualité. On est reconnu pour ça mondialement et c'est ce qui nous permet d'avoir une régularité et les meilleurs chevaux et cavaliers du monde qui sont présents chez nous. Tout à fait. Alors, ce que j'aimerais bientôt aborder, c'est les défis, puisque vous avez parfois des événements, notamment Arnaud, tu m'en as parlé pendant la préparation, des événements qui ont pu éprouver ton organisation et j'aimerais savoir ce qu'ils t'ont permis d'apprendre. Alors, il faut que je fasse un petit choix parce qu'en 20 ans de festival, il faut bien se rendre compte que chaque édition, chaque spectacle est différent. Donc, tous les ans, on renouvelle le plateau artistique et on fait venir entre 10 et 12 numéros qui viennent des 4 coins du monde. Chaque numéro a ses caractéristiques techniques et donc des fois c'est un peu compliqué et évidemment on a beaucoup d'artistes qui partent, je sais pas moi, de Chine, du Brésil, de Cuba, d'Afrique et ils viennent spécialement pour Bayeux. Donc il faut d'abord transporter le matériel, il faut faire toute la partie administrative, autorisation de travail, visa, contrat, voilà. Et vous imaginez quand en 2021 on a dû organiser l'édition du festival, ça a été compliqué puisqu'évidemment avec le contexte sanitaire il a fallu faire des tests PCR pour un certain nombre d'artistes. Et au moment où on s'est sorti de ces tests PCR pour faire venir une troupe d'artistes russes, eh bien, le 15 février, c'est-à-dire un mois avant le festival, la guerre éclate en Ukraine. Évidemment, l'espace aérien entre la France et la Russie fermé. Donc ma troupe qui devait terminer le spectacle, c'était un gros budget pour l'association, c'était 45 000 euros tout compris. J'avais plus de finale. Et il se fait que cette édition-là était particulière. On ne l'avait pas fait exprès. On avait programmé 3 artistes ukrainiens. Donc je me suis retrouvé avec 3 artistes ukrainiens qui avaient un moral dans les chaussettes, une troupe russe qui était totalement absente. Et ben là, je peux vous assurer qu'il faut se retrousser les manches. Le cirque, c'est sous chapiteau, donc on est forcément dépendant aussi de la météo. Il y a eu une année où on a eu de la neige avant de monter le chapiteau, donc il a fallu déblayer la place, enlever la neige, voilà, en mars. Les artistes venaient de droite et à gauche, et donc évidemment on avait du retard dans les avions. On a eu aussi une année des intempéries, c'est-à-dire il y a un dimanche, avis de tempête. Les règles sont très claires, l'arrêté préfectoral, 90 km/h de vent, pas de tente, pas de spectacle, donc il a fallu annuler, rembourser. Je me souviens aussi d'une année, alors c'est plus anecdotique, mais vous savez, ce volcan qui a perturbé l'espace aérien, et bien évidemment, on avait des artistes qui devaient passer par ce pays, l'Islande, je crois, de mémoire. Donc voilà, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours se dire que finalement, ça va bien se passer. On se transpire un peu, mais ça se passe bien. Alors Margot, toi, du coup, tu as vécu des défis humains et financiers forts également. Quel moment t'as le plus appris sur la manière de diriger le projet ? Alors, nous, on s'est créé, c'est simple, post-attentat. Donc déjà, on a commencé sur les chapeaux de roue, puisque c'était assez particulier, mais on a décidé de laisser, de conserver la culture et de la mener même un peu plus fort que ce qu'on avait prévu. Donc la première année, on s'est un peu planté en termes de budget, en tout cas pas d'expérience, mais on s'est dit qu'en fait, c'était parce qu'on voulait professionnaliser le festival et en faire notre métier plus tard. Donc on a continué et on a réussi à engager des partenaires dans l'aventure
aventure et ils ont attendu pour qu'on puisse payer tout le monde parce que c'était important d'honorer ces engagements. Et puis après, il y a eu les attentats, après il y a eu le Covid. Donc nous, forcément l'événementiel, nous, ce qu'on fait comme projet, c'est vraiment créer du lien, que les gens se rencontrent, soient proches et qu'à la fin du festival, ça soit une grande famille. Donc autant vous dire que pendant 2 ans, on n'a pas pu mener à bien ce projet, même si on les avait travaillées, ces éditions. Et donc on est revenu de plus fort après tout ça, puisqu'on a décidé de changer de lieu. On avait beaucoup de contraintes dans notre lieu, notre premier lieu d'accueil, qui est pourquoi d'ailleurs le Biche, parce que le lieu où on accueillait le festival au début était un champ rempli de biches à côté de chez Besson, peut-être que vous connaissez Trinité des Laitiers, et donc il y avait énormément de biches sur le terrain. Donc voilà, d'où le nom Biche Festival. Et on s'est dit, bon, bah, quitte à reprendre et réengager des bénévoles, une aventure, après le Covid qu'on connaît tous, il fallait qu'on s'enlève quelques contraintes. Donc on avait, nous, des problématiques d'eau, d'électricité, d'accueil du public, de distance assez éloignée de la gare pour amener les festivaliers. Donc on s'est dit, on prend toutes ces contraintes et puis on se les enlève pour se faciliter la vie. Donc on est arrivé à Ray, à côté de l'Aigle, pour être près de la gare, pour avoir un festival qui est entièrement alimenté par Enercop, Énergie Verte, depuis 2 ans, pour faire des navettes et que les gens arrêtent d'utiliser leur voiture thermique pour venir au festival, et avoir un lieu. Nous, on est en plein air aussi, donc il y a des contraintes météorologiques. On a 3 scènes en extérieur. Et plus récemment, notamment l'été dernier, on a eu des grosses problématiques de temps, puisqu'on a eu une interdiction d'ouvrir préfectorale, d'ouverture du site avant 22 h au lieu de 18 h. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit si on a une bonne équipe soudée et solidaire qui peut mener à bien un projet malgré toutes ces contraintes. Et c'est vrai qu'on a vu que voilà, on était forts, on y arrivait tous ensemble, et on avait la même vision, la même envie, la même passion pour faire ça, puisqu'on a eu quand même rapatriement des campeurs au gymnase, grêle partout. Enfin, ça a été vraiment Woodstock, et en même temps, les gens étaient vraiment au rendez-vous. Donc, on a pu ouvrir à 22 h avec une hola des festivaliers qui rentraient dans le site, et on a pu mener les 3 jours. Et il a fait même à la fin du week-end plutôt chaud, et donc on peut avoir tous les temps. Donc, faut être prêt à tout. On est en Dans Normandie. l'événementiel. Et pas qu'en Normandie, j'ai bossé dans des festivals en Corse, dans le sud, il peut pleuvoir. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est habitué. On est prêt. On est prêt. On sait, on a un kawaii, on a une polaire, et il n'y a pas de problème, ça ne nous arrête pas. Alors que dans le sud, il pleut, c'est fini, ils s'en vont. Donc nous, on a cette force-là. Et par la suite, le GIEC Normand le dit, on est dans la meilleure région pour l'avenir climatique. Donc restons en Normandie et développons des projets. Et c'est surtout féminin, si possible. En tout cas, voilà, on a des contraintes tout le temps, mais c'est ça qui fait la force de l'événementiel, et surtout l'équipe, puisque je voudrais revenir là-dessus. Nous, on a l'équipe bénévole, elle va de 7 ans à l'âge de ma fille à 83 ans, Odile, qui s'occupe de faire à manger pour les équipes. Voilà, donc on a tous les âges, c'est intergénérationnel, c'est une aventure humaine incroyable, et on espère qu'on va... Là, on a fêté nos 10 ans cette année, on espère qu'on va fêter nos 20 ans dans 10 ans et qu'on sera toujours là. Comme le festival du Cirque de Bayeux. Élise, toi aussi, tu as eu besoin de courage. Heureusement, tu as déjà des bottes, donc c'est bon, tu peux affronter toutes les météos. On est bien équipés aux écuries. Je rejoins aussi là, dans ce que vous présentez. On a beaucoup de points communs sur des contraintes. Après, on briefe dans les équipes. L'objectif, c'est que le public ne le voit pas. Mais c'est sûr qu'en backstage, des fois, ça peut être un petit peu complexe. J'entends pas mal. C'est vrai que suite Covid, ça me rappelle un souvenir. La Fédération française d'équitation m'a demandé en 3 semaines de remettre en route les événements. Parce que pendant le Covid, avec le bien-être animal, on avait droit de s'occuper encore des chevaux, et heureusement. Et donc, c'est vrai que ça a été plein de contraintes, de travailler en urgence. On a aussi des problématiques de conditions météorologiques. Donc, c'est vrai que... la question, c'était par rapport à porter au courage. Après, j'ai envie de dire que c'est le quotidien de tous les jours, de travailler aussi avec l'humain, parce qu'on parle aussi d'entreprise. On peut rencontrer aussi parfois des difficultés. Selon certaines entités entreprises, dans mes contraintes, je peux avoir certains turnovers, surtout sur la partie des enseignants d'équitation. Ça, c'est les contraintes qu'on peut rencontrer. Après, non, le courage, c'est porter mes investissements lourds auprès du Crédit Agricole, encore une fois. Voilà, donc il est important de travailler, ça c'est une évidence. Il faut que ça travaille. Et aujourd'hui, je remercie
Je dis souvent c'est à cause ou grâce aux cavaliers parce qu'on est vraiment une structure privée et aujourd'hui on a toute notre place. On sera labellisé pôle d'excellence fédérale et on est voilà, c'est courage, mais quand la passion et on sait pourquoi on se lève le matin, ça me fait pas peur non plus. Alors on va parler maintenant d'équilibre. Arnaud, toi, tu gères un travail à côté, tu as un métier, plus tu es élu également. Comment tu fais pour garder ton énergie au milieu de tout ça? Alors, vous pourrez demander à mon conjoint tout à l'heure dans la salle. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais là encore, comme tu disais, Élise, la passion. Quand on a la passion, on est capable de faire des choses extraordinaires. Et puis moi, ma satisfaction aujourd'hui, alors quand on a un peu 20 ans de bouteilles sur un festival comme le nôtre, moi, ma satisfaction aujourd'hui, c'est d'avoir créé sur Bayeux et sur le Bessin un espace culturel nouveau, puisque le Festival du cirque a permis de créer en 2009 une école de cirque. Donc aujourd'hui, on a 2 enseignants qu'on a formés ou qu'on est en train de former, donc qui sont des anciens élèves de la première génération de notre école. On a 160, 180 élèves de 4 ans jusqu'à 77 ans qui viennent pratiquer les arts du cirque. On a aujourd'hui des jeunes qui sont des professionnels dans le métier, qui ont démarré à Bayeux. Ça veut dire que le festival a suscité des vocations. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Et puis aujourd'hui, on diversifie le cirque, c'est-à-dire qu'on fait du baby cirque, on fait de l'handi-cirque aussi. C'est un très bon support pour notamment la motricité pour les seniors. Donc tout ça est bien intégré et l'école de cirque tourne quasiment toute seule. Mais ma satisfaction aussi, c'est que mon humble passion permet de mettre en avant des artistes dont on ne parle jamais. Je suis certain que vous ne savez pas que les derniers clowns d'or, qui sont l'équivalent des Césars pour le cinéma, ce sont les 2 frangins de la famille Grus qui ont obtenu un clown d'or il y a 1 an et demi au Festival du cirque de Monte-Carlo. Ce sont des gens qui travaillent tous les jours. Ce sont des Grus, donc qui travaillent dans le milieu du cheval. Donc tu vois, il faut bosser tous les jours. Ce sont des gens qui sont très humbles, dont on parle jamais, qui ont une culture incroyable. Quand on a la chance de pouvoir pénétrer dans cet univers, eh bien, on rentre un peu dans leur famille, donc dans leur intimité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de mettre un coup de projecteur sur ce métier qu'on méconnaît. Et pourtant, ce sont des gens qui apportent du bonheur dans les villes, dans les petites villes, dans les centres-bourgs et les villes moyennes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui aimeraient avoir ce type d'animation parce que ça coûte rien en plus. Gros avantage. Comment nourris-tu, Margot, ta passion alors que du coup tu as aussi après 10 ans une pression de financement, la croissance du festival? Eh ben, la grande fierté que j'ai, c'est notamment au bout de 10 ans d'avoir des anciens bénévoles qui montent leur groupe, qui travaillent dans la musique, qui créent des lieux culturels dans mon village à Eugon, pour ne pas les citer, le Renard se marre. C'est vraiment la transmission. Donc aujourd'hui, effectivement, je fais peut-être plus les mêmes tâches qu'avant, puisque voilà, j'ai fait un peu le tour sur l'organisation du festival, mais je manage mes équipes et je transmets aussi, puisque j'interviens dans des écoles sur comment on organise un festival, puisqu'il y a des problématiques de budget, de rétro-planning, d'organisation et tout ça, et transmettre par des tables rondes comme aujourd'hui, à Montréal sur les problématiques et les rencontres internationales sur les festivals et comment on fonctionne à l'étranger. Et aussi, la volonté, c'est de toujours créer des nouveaux projets. Donc, par exemple, dans le Biche, l'année dernière, on a créé le Biche Comedy Club. Donc, voilà, on se met au stand-up. On a aussi créé le Club Défense et des ateliers parents-enfants, puisqu'on est devenus parents, on s'adapte et on crée des nouveaux projets dans le projet. Et puis, la volonté peut-être de faire un festival aussi dédié aux enfants dans la cour de récré pour leur montrer de la représentation féminine sur scène, puisque c'est pas gagné encore. Il y a que 17% de leads féminins sur scène en France. Donc, il y a encore du travail. Et voilà, donc on a des missions qui vont au-delà même du festival, puisque nous, on est très engagés sur l'égalité femmes-hommes, sur la transition écologique et ce partage de connaissances et de savoir-faire. Et au-delà du festival et de l'association, moi, j'ai créé une boîte de conseils à côté qui m'aide à partager toute cette expérience, à la valoriser et à avoir aussi d'autres expériences pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Et voilà, donc c'est très riche. C'est plus la même aventure que le premier jour, mais il y a toujours cette passion. Mais je reviens sur la passion quand même qui mérite d'être structurée. Et c'est un vrai travail, puisque moi, les gens qui sont pas, par exemple, dans le domaine me disent mais tu fais quoi le reste de l'année? Parce que le festival, c'est du 12 au 14 juin. Mais qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Et ceux qui sont dans le milieu me disent plutôt mais comment tu fais pour faire ça toute seule? Nous, on est 10. Tous les ans. Voilà, tous les ans.
et au-delà. Donc voilà, donc c'est vraiment un projet avec une équipe incroyable que je remercie de me suivre dans tous mes délires et de nous soutenir et d'être vraiment fédérateur. Et il y a une cohésion qui est hyper importante parce qu'on n'a pas forcément les moyens de nos ambitions à chaque fois, donc il faut être audacieux et trouver des parades pour arriver à nos fins et à faire un événement de qualité. Mais on y arrive toujours et donc je vous invite à venir du 12 au 14 juin à l'Aigle. N'hésitez pas, c'est génial. On est dans une ferme magnifique et vous ne serez pas déçus. Et toi, Élise, alors, pour terminer, comment trouves-tu ta place sans t'épuiser entre les chevaux, les équipes, les événements? Alors, je crois que j'aime courir quand même partout et c'est dans l'urgence que je suis la meilleure pour gérer l'imprévu. Ça tombe bien, il reste Mais 46 secondes. voilà, exactement. Non, je remercie surtout mes équipes et voilà, je vis ma passion. Je pense que c'est une grande chance. J'aurai, j'espère, la possibilité d'échanger avec pas mal de personnes pour parler plus largement de nos activités parce qu'on fait beaucoup de choses et je suis ravie de les transmettre. Je voudrais dire que la place du cheval dans la vie du quotidien est très conséquente et peut-être que tout le monde n'en a pas conscience, mais c'est le premier sport féminin. On est le seul sport mixte. On est aussi la 3e fédération française sportive derrière le foot et le tennis. Donc, non, mettez-vous tous à cheval. Et venez nous rejoindre à Équinormandie. Merci à tous les trois. Vos parcours montrent donc que la passion ne suffit pas, mais qu'elle peut tout déclencher si on l'entoure bien. Un cadre, des partenaires, un rythme et vous l'avez vu, des choix courageux. 3 chemins très différents, un même message pour celles et ceux qui veulent se lancer. Je pense qu'on peut retenir le oser, tenir, s'entourer, accepter d'apprendre au passage. Et je vous propose maintenant d'ouvrir un petit temps pour les questions avec le public. Félicitations et merci à tous les 4. C'est le moment de poser une ou 2 petites questions. Alors, de préférence, des questions courtes. Je ne sais pas si elle est là cette année. L'année dernière, quelqu'un nous a posé une question qui a duré 12 minutes. La question. Je regarde, je ne crois pas qu'elle est là. Elle s'appelle Cocoé. Si tu es là, après, plus tard, la question. Qui a une question? Je vous en prie, mesdames et messieurs, on a le temps pour 2 petites questions. Vous levez la main, comme à l'école, et on va venir vous voir. C'est le tout de se lancer. Non, vous êtes timide? Sinon, je vais avoir la... Ah, on en a une. Je crois qu'il y a Cocoé. Vous êtes où? J'ai vu. Impeccable. On me dit reste sur scène. Très bien, je reste sur scène. Je voulais venir vous voir. Vous dites votre prénom. Bonjour, merci. Bonjour, on m'entend. Alors, j'ose prendre la parole. Voilà, c'est mon challenge, donc prendre la parole en public. Du coup, peut-être une question générale pour vous trois et vous toutes. Quel conseil ou qu'est-ce que vous conseillerez pour quelqu'un qui n'ose pas se lancer? Voilà, avec le manque de confiance et du coup, au niveau de l'audace. Voilà, c'est une personne seule, qui n'est pas entourée, qui n'a pas de modèle. Je reprends le mot modèle qui a été dit tout à l'heure. Voilà, en grand. J'espère que c'est clair. Merci. Merci, c'est très clair et ça tombe bien, c'est presque la question que je ne pouvais pas poser. Donc, merci. Exactement, Merci. quel talent, je suis d'accord. C'est clair. Alors moi, je dirais, dans votre réflexion, c'est d'essayer de répondre à un besoin. Voilà, dans votre projet, quel est le besoin, qu'est-ce que vous allez apporter aux autres pour vraiment répondre à la cible. Moi, j'ai un élément de réponse, c'est d'aller voir la CCI parce qu'il y a des super dispositifs d'incubateur. Très bien, ces invités corporate. Bravo. Parce que j'en ai bénéficié, donc c'est incroyable. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Il faut s'entourer et notamment, ça peut être déjà une première porte d'entrée et de réponse. Et après, de choisir le modèle économique et tout ça, on peut se faire accompagner pour le business plan. Donc on n'est jamais seul. Margot est un membre de la famille d'Audrey Régnier. Voilà, je précise. Elle a été rémunérée pour répondre à cela. Même pas. Même pas. Arnaud, toi, tu aurais un conseil? Ouais, moi je crois qu'il faut oser. Il faut toujours mesurer évidemment ses décisions, mais aujourd'hui il ne faut pas avoir peur aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'échanger. Le retour d'expérience c'est évidemment quelque chose d'intéressant. Alors c'est vrai que moi quand j'ai lancé le festival, j'avais 21 ans, donc effectivement fallait oser. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a démarré tout ça comme beaucoup d'associations en organisant une soirée couscous. Et donc on avait 400 balles dans le fond de caisse et aujourd'hui le budget du festival c'est un peu plus de 550 000 euros. Donc quand je vous dis qu'il faut oser, ouais, je pense que des fois quand on est déterminé, qu'on a bien réfléchi, il faut savoir s'entourer et puis banco, on y va quoi. Merci.
Merci En tout cas, il pour y a la un mot première qui question. revient, c'est oser. Hein. Beaucoup. Je pense que c'est... Est-ce qu'on a le temps pour une mini-question? Allez, une petite dernière éventuellement. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main également déjà. Et on conclura. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre table ronde. J'avais une question pour Margot. Récemment, il y a eu une étude du Centre national de la musique qui parlait de la situation des festivals en France. Le bilan n'était pas forcément très rassurant. Comment tu fais, toi, pour garder cet optimisme et qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence avec ton festival par rapport aux autres? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une étude là-dessus. Bah, chaque année, c'est vraiment un équilibre qui est à construire tous les ans. Donc on ne sait jamais si on va pouvoir faire l'année. Par exemple, vous me parlez de 2027, je veux dire, oula, on va déjà faire 2026, on verra après. Hein. Nous, notre force depuis le début, c'est d'avoir pensé un modèle un peu varié, c'est-à-dire il y a 10 ans, c'était déjà la fin des subventions, donc on n'a pas misé tout là-dessus, parce que quand on arrive, avant de pouvoir en bénéficier, il faut attendre parfois 2 ans, 3 ans. Donc on a tout de suite été chercher des sponsors, convaincu des mécènes, et voilà, diversifier nos sources de revenus pour... on a créé un e-shop aussi, on vend notre merchandising en ligne, fait avec un atelier qui est à Caen, le Super Atelier. Enfin, on a tout de suite réfléchi à plusieurs façons de faire rentrer des sous dans la caisse, puisque même si c'est une association, il faut équilibrer, voire même avoir un petit coussin en plus pour... parce que quand on a des éditions, on a très mauvais temps, ça peut être une catastrophe en termes d'entrée, et développer un public, et surtout mutualiser et travailler avec les autres festivals. J'en ai pas parlé, mais je suis aussi référente des festivals normands au titre du réseau de musique actuelle, et on travaille vraiment sur voilà, partage de connaissances, comment on se fédère, on fait de la cohésion, et on travaille tous ensemble. Moi, je considère pas que les festivals, on est concurrents, mais on est plutôt tous dans le même bateau, et il faut s'entraider, puisque c'est dur pour tout le monde. Donc si on est solidaire et qu'on s'entraide, parce que par exemple, si on pense dans la Manche, il y a Chauffé dans la Noirceur, bah, eux, par exemple, ils ont des toilettes sèches. Ils ont développé Copo dans la Noirceur, et ben, on peut louer leurs toilettes sèches. Et voilà, se faire travailler ensemble, créer de la cohésion, et voilà, mutualiser pour... c'est la seule manière aujourd'hui de s'en sortir, c'est de travailler en commun. Si on travaille chacun dans notre coin, on ne peut pas s'en sortir. Donc je pense que c'est important de se rapprocher des réseaux de musique actuelle, parce qu'il y en a dans chaque région, et de s'entraider, de trouver, de ne pas hésiter à poser des questions à des gens qui ont déjà des événements pour leur demander comment ils font, partager les budgets, s'entraider. Et voilà, c'est un peu la clé du succès pour pérenniser, je pense. Merci infiniment. Arnaud, tu voulais rajouter quelque Oui, chose peut-être. rapidement? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante quand on a un peu de bouteille dans l'organisation d'événements, mais c'est vrai pour quasiment toutes les entreprises, c'est qu'il faut savoir se remettre en question. Aujourd'hui, on sait, hein, tout va très vite, mais se remettre en question, il faut innover, il faut changer ses formules, il faut réfléchir. Encore une fois, il faut oser. Je pense que c'est terminé l'époque où un festival va fonctionner pendant des années en programmant toujours le même style, en faisant toujours la même chose, les mêmes horaires. Enfin, aujourd'hui, il faut vraiment se poser, réfléchir, innover. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'oser, quoi. Osons. On est pareil. Merci infiniment à tous les quatre pour cette belle table ronde. Je vous invite à retrouver les coulisses, et évidemment, vous pourrez aller à leur rencontre tout au long de la journée dans l'espace rencontre et dédicace. Je suis très heureuse de vous annoncer l'invité qui arrive. Je vais être très heureuse de toute façon de vous annoncer tous les invités, mais celle-ci est une surprise. Et quelle surprise! Je vais essayer de vous faire deviner qui c'est. Si je vous dis qu'elle a commencé en 2009 avec 1 500 € en poche, si je vous dis qu'elle a bâti une entreprise valorisée plus de 70 millions d'euros depuis sa cuisine. Moi, dans ma cuisine, je fais des gâteaux. En 16 ans, sa marque distribue à ce jour ses soins naturels dans 156 pays à travers le monde, dans près de 4000 points de vente. Qu'elle fut femme entrepreneur de l'année en 2022, personnalité de l'année dans le secteur beauté en 2025. Que depuis 2022, nombreux sont ceux qui ont voulu la prendre comme associée dans une célèbre émission télé. Elle est présidente du réseau Les Premières. Elle défend un leadership féminin, pluriel, ambitieux et équilibré. Elle est la fondatrice des Secrets de Loli. Mesdames et messieurs, Kelly Massol. Kelly qui va être en visio avec nous, et je demande à Marjolaine Ferraille, déléguée générale du réseau Les Premières, de me rejoindre sur scène pour animer cet échange. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes. Merci Léa, merci Audrey, merci Héloïse, merci ainsi à toute l'équipe de Femmes et Challenge et toutes les femmes normandes ambitieuses. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, nous aussi, on est ravis d'être avec toi, Kelly, hein, je pense que vous êtes d'accord. Kelly, ton parcours, il parle d'impact, de passion, mais aussi de croissance, de vision, de détermination. Tu as bâti une marque qui pèse aujourd'hui dans le paysage économique français avec des valeurs fortes et une exigence rare. Ce matin, on a envie de plonger dans ton univers, comprendre ce qui t'a permis de transformer une idée en entreprise à succès et comment tu gères ce rôle de dirigeante dans la durée. Bon, déjà, il faut bien se rendre compte que c'était pas inné, hein. J'ai démarré en tant qu'autodidacte dans ma cuisine, effectivement, avec 1 500 €. J'ai appris la formulation cosmétique, mais j'ai aussi ensuite appris l'administratif, le réglementaire, en tant qu'auto-entrepreneuse au début. Et puis, peu à peu, en fait, j'ai surtout compris qu'on ne construit pas un empire, on ne construit pas une entreprise en étant seul. Et l'un de mes premiers déclics a été, au courant des premières années, de m'épauler, d'abord de stagiaire, ensuite d'assistante. Et passé ce moment-là, vous vous rendez compte, en fait, tout simplement de là où vous avez un don qui est inné. Pour moi, c'est la communication et la formulation. Mais la direction commerciale, le e-commerce et tout ce qui va autour, tout le vrai savoir, en fait, pour construire une marque qui va être transgénérationnelle dans le temps et qui va surtout être omnicanal. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'il me fallait, m'épauler d'une équipe et m'épauler effectivement, d'un collaborateur senior, ce que j'ai fait avec mon directeur, général. Et ça a été un véritable déclic parce qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis devant le papier, on a couché nos idées, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on veut faire de cette marque?» Et c'est là où j'ai matérialisé, sur le papier mes ambitions et depuis ce moment-là, j'ai mis en route le plan, autour pour pouvoir les réaliser. Et donc, dès le début, tu te dis, il y a un modèle économique derrière, il y a un business derrière, ou, ou ça vient Bien avec le sûr. temps? En fait, ce qui Alors, il faut bien se rendre compte que quand j'ai lancé ma boîte, j'avais 25 ans. Mais vous savez, on fait les calculs très, très vite. Quand vous faites plus que votre salaire, dès les 3 premiers mois, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose et peut-être que vous allez pouvoir d'abord en vivre, hein. Donc au début, on fabriquait de manière artisanale, jusqu'à un certain niveau. C'est pour ça que j'ai pris une assistante de laboratoire pour pouvoir effectivement multiplier le chiffre d'affaires. Et puis en 2018, j'ai décidé d'industrialiser le process pour me concentrer surtout sur la distribution pour pouvoir en faire une marque, nationale et bientôt, on a déjà commencé, à l'international. Après, il faut bien se rendre compte que, ça fait 16 ans que la marque existe. On a été, from scratch, on a été en autofinancement jusqu'en 2022 où j'ai fait rentrer un investisseur minoritaire. Il faut avoir beaucoup de patience, mais je pense que c'est comme ça qu'on crée les histoires. De la patience et de la détermination aussi, je pense. Moi qui te connais bien. Faut Alors, être têtu, je pense. tu diriges aujourd'hui une marque reconnue dans un marché où tout va très vite. Au-delà de ce moment où tu commences à embaucher, que tu vas chercher autour de toi toute une équipe, c'était quoi la décision la plus structurante pour faire grandir ton entreprise sans perdre ton ADN? Alors, sans perdre son ADN, en fait, la clé, c'est les people, justement. La clé, c'est vous êtes à leur côté, vous faites un recrutement, mais le recrutement, vous ne pouvez pas le faire uniquement sur CV. Vous devez le faire parce que vous devez chercher des gens qui sont alignés, premièrement, avec vos valeurs, parce que dans les moments difficiles, la rupture se fait souvent lorsque les valeurs ne sont pas alignées et que la mission leur parle. C'est-à-dire que les premières personnes qui ont été dans l'entreprise et qui ont porté, en fait, la mission avec moi, c'était des personnes qui étaient concernées et qui étaient réellement engagés. Mais quand je vous dis c'était plus de l'engagement, c'était du surengagement parce que pour eux, c'était aussi une mission très importante à mener. Et ce sont ces personnes-là qui ont continué à infuser et à passer le flambeau de recrutement en recrutement jusqu'à aujourd'hui qu'on est 49, une équipe de 49 personnes. Alors, le thème de cette séquence, c'est quand la passion devient entreprise. Toi, tu conjugues impact et business, et tu as bâti un business rentable et assumé. Comment est-ce que tu as appris à parler d'argent, à fixer tes prix, à défendre la valeur de ton travail? Parce qu'on le sait, les femmes entrepreneurs, en général, elles ont du mal à faire ça, à défendre la valeur de leur travail. Alors, il y a la valeur de leur travail et leur valeur tout court.
prenons vraiment, mettons le doigt dessus, c'est-à-dire que les femmes ont tendance à se sous-estimer, elles ne vont pas forcément chercher une promotion, elles ne mettent pas forcément le juste prix et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des disparités de revenus, et donc du coup, moi, j'ai pas été élevée comme ça, hein, il y a un travail en face, j'ai toujours été très challengeante, et si les résultats sont là, je vois pas pourquoi moi, je ne vais pas effectivement être rémunérée à ma juste valeur et c'était la même chose pour mes produits. À l'époque, j'avais une amie qui m'avait donné un conseil qui était très intéressant, qui disait: «Faut appliquer le coefficient emmerdement». Et donc quand je vous dis tous les emmerdements qu'il y a pour pouvoir construire une entreprise, faire des cosmétiques et cetera, ben forcément mes coefs, ils étaient de 5 fois 5 ou fois 7. Même quand j'appliquais un simple coef de x3, elle me disait: «C'est pas assez, il faut que tu augmentes tes coefs» et c'est comme ça que j'ai bâti, en fait, une marque rentable parce que je n'ai pas oublié de mettre tous les sacrifices, en fait, dans le prix de mes produits, et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'on a créé un marché. Non seulement on a contribué à créer un marché, mais en plus on a contribué à créer des prix justes, qui sont à la fois justes par rapport à l'efficacité de nos produits par rapport aux consommatrices. Elles ont un produit qui fonctionne parce qu'il est de bonne qualité et à la fois pour nous, parce qu'en fait, on a les moyens en fait de faire des produits de bonne qualité parce que on les fait payer le prix juste. Selon toi, comment est-ce qu'on peut aider les femmes à passer de cette espèce de pudeur qu'on a parfois à la puissance économique? Tu dis sur les réseaux, je ne suis pas désolée. Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête de s'excuser pour réussir? La première chose, c'est oui, on arrête de s'excuser 10 fois. Est-ce que, on a cette tendance à s'excuser beaucoup trop? Oui, ça, il faut arrêter ça. On s'excuse pas d'être né, on s'excuse pas d'être en vie, on s'excuse pas, de faire des on peut s'excuser de faire des erreurs, d'accord? Mais s'excuser d'être, ça, c'est pas possible. Je vous 100 des personnes qui sont nées sur cette planète, elles sont nées d'une femme. Donc je pense que, voilà, on n'a pas besoin de s'excuser justement, voilà. On a aussi besoin, d'indépendance économique et financière pour pouvoir sortir des carcans. Cette indépendance-là, en fait, à partir du moment où on se dit qu'on éduque la nouvelle génération, à partir du moment où on est indépendant physiquement, en termes, monétairement, hem, on est beaucoup plus efficient dans ses choix. Et surtout l'impact en fait, il est pas uniquement sur soi, il est sur la génération d'après. Élever des petites filles qui comprennent leur juste valeur, c'est transformer le monde de demain. Élever des garçons à reconnaître la valeur des femmes, c'est aussi changer le monde de demain. Alors j'allais te demander, aujourd'hui tu es à la tête d'une entreprise à fort impact, un rôle modèle pour toute une génération. T'es comment avec cette idée du rôle modèle? T'es contente d'être un rôle modèle? Moi, je suis juste le rôle modèle de la petite Kelly qui avait 8 ans, et qui, vivait, dans 15 mètres carrés avec sa grand-mère abandonnée par sa mère. Je suis juste, le rôle modèle pour cette petite fille-là. Si au passage, je peux inspirer d'autres personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, je suis ravie, mais, j'ai pas envie d'avoir ce poids sur les épaules. Mais tu veux transmettre, c'est important pour toi de transmettre. C'est ce que tu fais là, ce Pour matin moi, avec c'est le important. Pour moi, c'est important de transmettre. C'est important surtout de montrer de l'espoir et la lumière pour dire c'est faisable, c'est réalisable. Vous aussi, vous pouvez le faire. Si moi, je suis partie de rien, sans diplôme, dans ma cuisine, sans famille, sans argent, dites-vous bien que vous pouvez le faire. Ce sera pas forcément facile, d'accord? Et ça, justement, c'est pour ça que je suis toujours très transparente sur les difficultés. C'est pour ça que j'ai écrit un livre où je suis très brute de décoffrage. Parfois, c'est un petit peu au vitriol. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force, avec les réseaux sociaux ou autres, on a l'impression de voir les gens et que c'est tombé comme ça et que tout est beau et leur vie est parfaite. C'est faux. On a tous des combats, plus ou moins grands, plus ou moins violents, plus ou moins intenses. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la ligne d'arrivée, en fait, tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on respire, c'est qu'on peut le faire encore. Tout à l'heure, il y a dans le public une dame qui a demandé qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de se lancer et qu'on a peur d'y aller? Qu'on se dit j'ai une idée mais je suis pas sûre. Déjà, ça veut dire qu'il y a 50 de chances que vous ne soyez pas prêt, parce qu'il faut être prêt, en fait, à une idée, ça se mature et ensuite elle devient tellement viscérale que vous avez envie de la porter aux yeux du monde, qu'elle vous arrache les tripes si vous ne le réalisez pas.
Donc, si vous hésitez encore, c'est que vous n'êtes pas encore mûr pour pouvoir effectivement le faire. Donc, il faut laisser mûrir les choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se lancer. Je dis qu'il faut que ça devienne. Vous voyez, si vous ne le faites pas, vous étouffez. Si vous ne le faites pas, vous ressentez que vous ratez quelque chose, peu importe le prix à payer, et vous vous lancez parce que justement, dans les moments difficiles, c'est ce sentiment-là qui va faire que vous allez vous accrocher en fait, et que vous allez pouvoir passer les caps, et vous allez pouvoir passer les difficultés. Il faut vraiment que ça devienne viscéral de pouvoir réaliser votre projet. Ouais, il faut l'avoir dans les tripes. Il faut l'avoir dans les tripes, pas elle. Et si tu devais, on va passer aux questions de la salle après, mais si tu devais nous laisser avec une seule idée, une phrase à retenir, ça serait laquelle Elle va pas vous plaire. Ce Vas-y. matin, vous savez, là, je vous vois aujourd'hui, j'ai rendez-vous juste après pour une biopsie. Et donc, je voulais avoir un message particulier ce matin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 80% des maladies auto-immunes atteignent les femmes. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'en fait, elles ont grandi dans un prisme où on leur demande de retenir leurs émotions, de retenir leur rage, de toujours être sois belle et tais-toi, tiens-toi bien. Écoute les sentiments des autres. Prends soin des autres, quitte à ne pas écouter tes propres besoins. Et en fait, elles grandissent dans cette volonté de ne jamais vouloir décevoir les autres. Et ça, c'est ce qui fait que nos propres corps se retournent contre nous et on déclenche des maladies auto-immunes. Moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Je n'ai pas été élevée en étant sois belle et tais-toi. Je n'ai pas été élevée tout court. Donc, je me suis faite moi-même. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai cet avantage-là et que j'ai pu réaliser autant de choses. Parce que j'en ai rien à faire du regard des autres. Je ne veux pas être un rôle modèle. C'est exactement ça. Mais dites-vous que c'est purement culturel. Ce n'est pas médical, c'est culturel. Quand je vous disais qu'il faut élever nos fils et nos filles de la bonne façon, on évitera effectivement les maladies auto-immunes chez les femmes. Arrêtez de prendre soin des autres avant. C'est comme dans l'avion, d'accord? Quand les masques tombent, la directive c'est d'abord vous mettez le masque, ensuite vous aidez votre voisin. Donc à partir sur ce constat-là, d'accord? Prenez soin de vous, pensez à vous, n'ayez pas peur du regard des autres, affirmez-vous, dites quand vous n'êtes pas d'accord, envoyez balader le monde s'il le faut, mais faites-vous passer d'abord en premier pour pouvoir prendre soin des autres. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup Kelly, merci beaucoup Marjolaine. Vous voyez d'ailleurs ces jolies boucles, les secrets de Loli. Voilà. Donc Kelly, si vous cherchez une égérie, voilà, je propose des demi-tarifs assez compétitifs. N'hésitez pas. Ma chère Kelly, on va passer aux questions-réponses et je pense qu'on va en avoir de nombreuses. Qui veut commencer? Qui veut se lancer? Kelly est à vous. Il suffit du premier. Ah, juste ici. Alors je ne sais pas. Ah non, il y en a un. Désolée, juste après. Bonjour, merci. Du coup, j'ai une question, parce qu'on voit beaucoup les secrets de Loli, notamment sur les réseaux. Comment on fait quand on se lève le matin et qu'il y a une influenceuse ou une youtubeuse qui a fait une vidéo et qui critique la marque, qui donne une mauvaise image, on va dire un bad buzz qui sort? Comment on fait pour le gérer et pour essayer de changer ça? On pense que ça fait plus de 15 ans qu'on existe. On pense qu'on a vendu des millions de produits. On pense qu'on est la marque numéro 1 en pharmacie pour les cheveux texturés. On se raccroche déjà à ce côté positif. Ensuite, on écoute pour voir si ce que la personne dit est rationnel et s'il y a quelque chose à prendre en compte ou pas. Et surtout, on se dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, je le répète, et que ce n'est pas à moi de défendre la marque, c'est justement à tous les utilisateurs qui sont satisfaits de le faire. Et c'est ce qui se passe bien souvent en commentaire, parce que j'ai réussi à construire une communauté de personnes fidèles, loyales, qui ont trouvé effectivement une marque qui leur plaît. Et moi, je suis ce qu'on appelle une love brand. En fait, je suis une marque sentimentale. Donc, les sentiments, ils peuvent être positifs ou négatifs. Ça peut être parfois clivant, mais en 15 ans de carrière, ça m'est arrivé extrêmement rarement, donc je pense qu'on peut continuer en tout cas sur la méthode qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. On avait d'autres questions juste par là. On a des questions, il y en a au-dessus, sinon on a des questions juste là. Battez-vous. Non, bon, bah. Ah si, c'est bon.
Bonjour, je suis Nadia Bazi, merci pour votre témoignage. Un plaisir de vous entendre. J'ai 2 questions. Ma première question, qu'est-ce qui a déclenché l'envie, le développement en dehors de nos frontières? Et ma deuxième question, puisque je vis exactement la même situation, à quel moment et comment est-ce que vous passez du je travaille toute seule, je suis multi-action, multitâche, multi-sujet, et j'ai besoin de le faire pour comprendre, à je vais chercher le talent qui va m'accompagner et qui va me permettre de décoller? La première chose, en ce qui concerne l'international, moi j'ai toujours eu 2 couloirs de nage. J'ai une vision à court terme et une vision à très long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous me dites: «Où est-ce que tu seras dans 10 ans?» d'accord? Je sais exactement où je serai dans 10 ans. Par contre, je structure des micro-plans pour pouvoir effectivement, accéder à cette vision, qui est beaucoup plus long terme. L'international a toujours fait partie de l'histoire de la marque, puisque si on regarde bien, en 2009, lorsque je sors un produit comme le Boost Curl, comme le Pink Paradise, comme le Smoothie, ce sont que des noms qui ont une tendance anglophone pour éventuellement un marché international. Donc ça, c'était la vision, elle était depuis le jour 1. C'était au début un fantasme, ensuite et c'est devenu un rêve et une vision derrière qu'on a fait en sorte de réaliser. Et comment passer en fait, comment savoir passer la main et passer le relais? À partir du moment où vous faites quelque chose moins bien que les autres, si vous êtes toujours dans la recherche d'excellence, il faut savoir déléguer. Hem Et après, j'avais un calcul beaucoup plus terre à terre que ça. C'était: «OK, au prix, alors, la réponse, c'était quand j'allais à la poste, quand je faisais les colis, quand j'allais à la poste, quand j'allais livrer moi-même les distributeurs en 50 cm3, ça coûte enfin, à l'entreprise, ça rapporte plus que je fasse ça ou que je fabrique au labo des produits ou que je fasse de la prospection commerciale. À chaque fois, j'avais cette réflexion-là. C'est-à-dire que s'il y a uniquement moi qui peux faire quelque chose, eh bien, c'est là où je vais. Si je peux déléguer cette tâche à quelqu'un et que ça me revient moins cher et surtout moi, en fait, mes skills, en fait, ils rapportent plus, je me concentre sur mes skills. Merci. On avait une autre question, je crois, juste à côté de vous, si on en avait une par là. Oui? J'ai entendu une petite voix qui fait oui, moi. Ah, bah, vous êtes là. Oui, bonjour. Moi, j'ai pas une question, je voulais juste dire un grand merci à ce témoignage. Surtout par rapport à la santé, d'insister sur le fait de reprendre sa santé en main, sa vie en main. Donc c'est un grand, grand merci pour ce témoignage. En 5 minutes, je crois que tout a été dit dans la manière d'être et d'oser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était une très jolie non-question. Allez, une dernière question avec grand plaisir. C'était une très jolie non-question. Merci. Une dernière vraie question, entre guillemets? Vous êtes tout là-haut. Je veux rien avec les flashs. Bonjour, merci de votre intervention. Le slogan au départ était quand la passion devient entreprise. Vous nous avez parlé, et je suis tout à fait d'accord avec vous, en disant qu'il fallait qu'on pense à nous en tant que chef d'entreprise. J'aimerais que vous puissiez nous dire exactement quand, comment et qu'est-ce que c'est de s'occuper de soi. Ça, c'est une grande question, Kelly. Hein. Je suis jeune maman, on peut en parler si vous voulez. Les Normandes et les Normands, ils te ménagent pas. Prendre soin de soi, c'est prendre du temps avec les gens qu'on aime, déjà. C'est arrêter toujours de remettre à demain les examens médicaux que vous êtes censés passer. C'est prendre peut-être par mois une journée pour vous, rien que pour vous. C'est aussi faire en sorte de discuter avec d'autres personnes qui sont entrepreneuses, avoir une safe place où vous pouvez vous exprimer en fait et partager votre quotidien et votre vraie réalité. Parce que je sais qu'on a toujours tendance à mettre un masque social en disant bien sûr, oui, oui, ça va, tout va bien, oh, c'est dur le boulot. Mais personne rentre dans la profondeur. Rentrez dans la profondeur des conversations, voyez vos amis, prenez effectivement ces sacrés rendez-vous médicaux en fait. Faites juste un bilan, un check régulier, une fois par an.
C'est important en fait. C'est vraiment important parce qu'après, c'est trop tard. Et on a vu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs exploser en plein vol parce qu'ils ne se sont pas écoutés, ils n'ont pas écouté leur corps. Moi, je ne suis pas une femme qui fait du yoga, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de la méditation. Si prendre du temps pour vous, c'est aller dans un resto, vous poser, mettre de la musique et manger votre plat préféré, faites-le. Si c'est aller une fois tous les 15 jours vous faire un massage pendant 2 heures, faites-le. Soyez égoïste une fois par mois à minima. Merci infiniment. Merci à Merci vous. Kelly. Merci infiniment Avec à vous, plaisir. Je vous souhaite Kelly. une excellente journée. Merci pour ce témoignage certes virtuel, mais essentiel. Merci infiniment, Kelly Massal, d'avoir été avec nous. Alors, on va marquer une petite pause. C'est la fin de notre première conférence. Eh bien, je vous invite à vous rendre dans l'espace rencontre et dédicace, à la rencontre de nos auteurs et différents speakers. Encore 3 petites secondes. Dans le village du forum, des experts sont présents, n'hésitez pas. Ne loupez pas le speed conseil qui commence dès maintenant. On se donne rendez-vous ici même à 11h10 pétante pour l'Open Talk. Un jour, tout a changé. Et je voudrais un petit tonnerre d'applaudissements également avant de se quitter. Un tonnerre d'applaudissements pour l'agence de communication Cardinal et l'entreprise de verrerie Rio Glass qui sont venus en grand nombre avec leurs collaborateurs. Merci beaucoup et à tout à l'heure.